Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, on est ravis de vous retrouver. Et moi, je suis surtout hyper contente d'accueillir mon invité du jour, Yitzhak Grunwald. Bonjour Yitzhak. Bonjour, shalom. Voilà, moi je suis vraiment ravie de t'accueillir parce que tu fais partie, on va dire, d'une personnalité quand même du paysage francophone israélien qui est là. Tu es là quand même depuis très longtemps, 1984 je crois. Oui, plus d'années en Israël qu'en France, effectivement. Oui. Ça commence à compter. Oui. Alors qu'est-ce qui a déclenché ton alia ? En fait, moi, donc, je suis monté à l'âge de 17 ans et demi. J'avais terminé le baccalauréat à la Yeshiva de Montreux à l'époque, la Yeshiva de Rav Rochko. Depuis mon tout jeune âge, en fait, à l'âge de 8 ans, j'étais en Israël sans mes parents. Ils m'avaient envoyé dans un cercle familial de cousins, donc les tantes, etc. en Israël. Je suis resté presque un mois en Israël. Et je suis revenu en France, j'ai mis ma kippa sur le côté, je parlais français avec l'accent israélien, et je disais à tout le monde, c'est terminé, je pars en Israël. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais petit, mais déjà un petit peu, je sais pas, enfin, j'ai fait de la philosophie par la suite, mais peut-être ça s'exprimait déjà à l'époque, je me posais la question, qu'est-ce qui m'attire le plus ? C'est parce qu'il y a des falafels et des pizzas à volonté, ou bien c'est l'atmosphère, ou bien s'il y a quelque chose dans cette terre-là qui m'attire particulièrement. J'étais vraiment préoccupé par ça, et je parlais hébreu, je parlais pas mal hébreu du tout. Et les copains qui me disaient comment on dit tel et tel mot et comment on dit telle et telle phrase. Que tu avais appris sur place, quoi. J'avais appris sur place, oui, assez rapidement. Tu avais trouvé une intimité avec la langue tout de suite. Oui, c'était assez magique. Et donc, je savais depuis tout le temps que je montrais en Israël. Il n'y avait pas d'autre option pour moi. Et dès que j'ai terminé le bac, je voulais monter avant. Je voulais que mes parents viennent, je voulais que tout le monde vienne. Mais bon, finalement, j'ai quand même 3 années très, très particulières à la Yeshiva de Montreux. C'était assez extraordinaire. Et donc, dès qu'on a terminé le baccalauréat, je suis monté directement. Alors, on comprend quand tu nous racontes, parce qu'on verra tout au long de ton parcours, ton attachement à ce pays, que c'est vraiment un coup de cœur, en fait, un coup de foudre. Hein. Oui, c'est vrai, mais je crois qu'il faut, dans la vie, de manière générale, il faut aller avec son cœur, avec ses intuitions. Et voilà. Et donc, 17 ans et demi, j'étais dans l'avion, heureux comme un poisson dans l'eau. C'était très, très naturel pour moi. Donc, tu étais religieux à l'époque déjà ou pas ? J'étais religieux. Je suis arrivé à la yeshiva de Bethel, terminant la yeshiva de Montreux, puis j'ai grandi dans une maison aussi religieuse. Je suis arrivé à la yeshiva de Bethel, et là aussi, c'est une histoire intéressante. Et on m'a dit, bon, toi, tu vas aller avec les... Il y avait une section un peu française qui était dirigée par Chaim et Aline Sultan. Et moi, je dis, non, moi, je vais avec les Israéliens. Et je me suis pointé avec ma valise, j'arrive dans les dortoirs, il y avait des dortoirs, et je toque à la porte, et il y a un Israélien qui me dit « Ma'inyanim », et moi je lui dis avec mon accent français « Bonim binyanim ». C'était là, je connaissais cette blague, et il me dit « Tov, ata tikanes ». Il me dit « Viens, rentre. » Et c'est devenu un très très bon ami à moi, Shaoli Perel. Et donc, j'étais dans la chambre avec des Israéliens pendant toute cette période de la yeshiva. C'était très différent, j'imagine, de ce que tu connaissais. C'était incroyablement différent. C'était vraiment, essayer de comprendre la mentalité israélienne. J'étais très, 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 très surpris. Moi, ils m'ont dit, bon, tu arrêtes de nous dire merci, bonjour, est-ce que je veux, si on veut, on prend. Ça, c'était il y a 30 ans, ça a un peu changé aujourd'hui. Oui, un petit peu. Ouais, ça a changé un petit peu quand même. Un petit peu, c'est vrai, mais c'était une expérience extraordinaire. Et pareil d'ailleurs, ils voulaient me mettre dans un cours, le cours de la yeshiva pour les Olim, mais moi j'ai refusé. Je dis non, moi je vais avec les Israéliens. Et comme ça, mon intégration s'est faite en fait rapide, ouais. Vitesse grand V. Ouais. Ok. Alors ensuite, tu rentres à l'armée, évidemment. Je rentre à l'armée, je suis dans les tanks. Ça c'est un regret. J'aurais dû continuer. J'aurais voulu être officier. Je voulais dans les parachutistes. Ils m'ont pas laissé. C'était un peu compliqué. Donc pourquoi ? À cause du fait que tu ne sois pas du cru, du fait que tu ne sois pas israélien. Ouais, ils avaient décidé que ils avaient un peu de mal au début. Tous les Olim, à mon époque, devaient être dans les tanks. Il n'y avait pas de possibilité. Moi, je voulais dans les Golani, dans les parachutistes. Ils ne m'ont pas laissé. Donc c'était comme ça, c'était la politique du pays. Oui, c'était la politique. C'était donc pas une période très glorieuse, une période positive, importante. Surtout, j'ai fait après plus de 20 ans de Milouim. Mais disons que... Sans aimer les tanks. Pas un grand amoureux des tanks. Même si ma fille termine maintenant 2 années de formation dans les tanks, magnifique. Ma fille m'a vengé un peu. J'ai un fils aussi qui est officier à l'armée aussi. Ils réalisent un peu mes rêves. Tu aurais voulu en fait faire une carrière militaire, peut-être, ou en tout cas être gradé au sein de l'armée. Oui, un petit peu. Et rester encore. Ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Bon, mais c'est pas grave.
Non, c'est sûr. Mais bon, c'est intéressant aussi de voir l'évolution, comment les Olim Khadashim sont perçus aujourd'hui dans la société israélienne et comment on les accueille, comment on les laisse prendre leur place quand ils savent le faire. Oui, mais aujourd'hui, je pense que l'armée est beaucoup plus familière avec les Olim. Toute l'armée a changé, en fait. C'est sûr, aujourd'hui, il y a un programme exprès pour eux, pour les volontaires aussi. Puis il y a pas seulement pour les Olim, aujourd'hui, à l'armée, on dort au minimum 6 heures par nuit, etc. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Moi, de mon temps, c'est pas... Quand on ne dormait pas 6 heures à l'époque? Non, on ne dormait rien du tout. Puis c'était très particulier, mais c'était pas dans les années 50, c'est dans les années... j'étais en 1985. Mais ça a énormément changé. Moi, je vois, Dieu merci, mes enfants, ils ont fait l'armée. J'en ai qui fait encore l'armée, qui est officier. Donc, ça a beaucoup, beaucoup évolué, et en bien, en positif. C'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus proche. Il y a une certaine proximité aujourd'hui qui n'existait pas à mon époque. Ben, c'est tant mieux. Alors, quand tu sors de l'armée, tu entames des études, bien sûr. Tu pars à Bar-Ilan. J'étudie à... Enfin, je suis revenu à l'Yeshiva. J'étais encore dans l'Yeshiva. Je suis à Bar-Ilan. J'ai fait là-bas une licence de philosophie juive et d'histoire juive. Et je me suis marié avec ma femme Myriam. Tu savais ce que tu voulais faire professionnellement ou pas à cette époque? Je savais que je voulais faire quelque chose qui soit de manière générale pour la société, c'est-à-dire ou dans l'éducation. J'hésitais un peu psychologie. Enfin, c'était dans les sciences humaines, dans les sciences sociales. Je voulais pas. Tu voulais aider? Je voulais aider. Je voulais quelque part, de manière un peu... quelque part peut-être influencer d'une manière générale ou aider les gens. Donc ça aurait pu être, encore une fois, psychologie, enseignant, et puis surtout étudier des choses qui m'intéressent. Ce n'était pas question pour moi, je ne le conseille pas à tout le monde, hein, c'est prendre des risques. Bien sûr. Moi, j'étais prêt à prendre des risques. Et donc, j'ai fait de la philo, ce qui me passionnait. Puis, j'ai fait aussi de l'histoire juive qui me passionne. Tu ne pensais pas tellement à une Parnassa future. Tu pensais plutôt à faire ce que tu avais envie de faire à l'époque. Oui, ça ne m'a jamais particulièrement préoccupé. Ce qui est un peu dommage. Hein, j'aurais été plus riche aujourd'hui. mais moins heureux peut-être. Voilà, exactement. Ok, donc tu as finalement choisi l'éducation. Choisi l'éducation. Donc, j'ai fait aussi... Là, j'ai eu la chance d'une très grande rencontre dans ma vie, donc à part celle de ma femme, Myriam. Qu'on salue. Oui, qui, elle, fait de la recherche à l'Université hébraïque et qui dirige un laboratoire à l'Université hébraïque, à l'Université de médecine à Jérusalem. J'ai rencontré à l'époque Benny Lévy. Benny Lévy, le fameux Benny Lévy, le fameux philosophe Benny Lévy, qui a été pour moi une grande rencontre. Et donc, j'ai fait avec... L'ancien secrétaire de Jean-Paul Sartre, pour ceux qui ne le connaissent pas. Jean-Paul Sartre, qui était devenu, à l'époque, qui a fait Tchouva, et qui habitait Baïdogan, et qui dirigeait enfin, l'Université de Paris 7 avait ouvert une antenne à Jérusalem. Et donc, j'ai fait avec lui un DEA de philosophie sur Lévinas, avec Benny. C'était pour moi une expérience absolument invraisemblable. Bon, il est décédé il y a 12 ans maintenant. Mais à l'époque, j'ai fait une licence à Bar-Ilan. J'ai commencé un master 2, comme on dit en France, à l'Université hébraïque. Et quand Benny est arrivé en Israël, je me suis dit, je suis allé voir, j'ai écouté une conférence de Benny Lévy. Je lui ai dit, écoutez, monsieur Lévy, je ne comprends rien, mais ça m'a l'air d'être quelque chose de très important. Et il a éclaté d'un grand rire. Il m'a dit, c'est la vérité qu'il y a derrière les mots, elle est bien plus grande que les mots. Et voilà, ça c'était ma première discussion avec Benny Lévy. Donc voilà, et donc j'ai fait mon DEA chez Benny, un DEA que j'ai présenté en France d'ailleurs à Paris 7. C'est quoi justement ce qui t'a marqué, ce qui te reste de Benny Lévy? Ouais, c'est beaucoup. Mais Benny Lévy, c'était de voir un homme j'ai jamais rencontré quelqu'un aussi intelligent, quelqu'un aussi cultivé en culture classique. Il avait tout lu, il connaissait tout, hein, philosophie, littérature, enfin les grands, vraiment. Il avait une manière de lire qui ne ressemblait à personne d'autre. Pourquoi ? Parce que, comme il disait, il faut faire sauter les sutures du texte. Il faut lire bien au-delà du texte. Il faut bien essayer de comprendre. Il faut faire transpirer le texte. Et c'était quelque chose d'impressionnant. Il y avait en face de nous aussi un homme qui avait connu tout, qui avait un parcours complètement laïque, hein, qui avait connu tous les plus grands, Foucault, Jean-Claude Milner. Puis grâce à lui aussi, moi j'ai eu une relation assez proche avec Bernard-Henri Lévy, avec Finkielkraut. Moi, il disait, tu les prends, tu les promènes en Israël. On était voir Arik Sharon, on était voir... Enfin, il fait beaucoup de choses avec Bernard-Henri Lévy et Finkielkraut à l'époque. Donc, c'était des grandes rencontres aussi. Et puis Benny Lévy, c'était, je dirais comme ça, de manière un peu télégraphe, c'était passé par la Grèce
en passant par les philosophes grecs, c'est passer par la philosophie grecque, en comprendre les limites et en revenir au judaïsme. Voilà. Et donc, moi qui étais passé par la Grèce aussi en étudiant la philosophie qui me passionnait, donc comprendre en fait les limites de la philosophie. C'est ça qui t'a apporté? Oui, je lui ai dit une fois à Benny, mais je pense que lui pouvait comprendre, je ne sais pas s'il va être compris à l'antenne, qu'avant de le rencontrer, tout le groupe, on était tous un peu des juifs religieux, mais un petit peu athées. C'est-à-dire un dieu philosophique, un dieu un peu philosophique, un dieu très rationnel dans le monde de l'immanent, pour parler un peu en langage philosophique. Et avec Benny, c'était autre chose, quoi. C'était assez extraordinaire. Tu as découvert une autre dimension. Oui, je suis redevenu. Il y a un homme qui s'appelait Ernest Simon qui parlait de la deuxième naïveté. On est retourné un peu à cette naïveté d'un Dieu transcendant. Voilà, je pourrais dire, mais avec beaucoup de conviction, quoi. C'était extraordinaire. Benny, c'était extraordinaire. Voilà, donc c'est une grande rencontre. D'accord, donc c'était important parce que tout le monde ne l'a pas connu et j'imagine que ça fera plaisir à beaucoup de gens qui nous écoutent de rappeler sa mémoire. Alors ensuite, tu rentres à Mendel. Je rentre à Mendel. Mendel, c'est une école... donc je travaillais dans l'éducation informelle, je travaillais aussi un peu à l'Agence juive et je rencontre une femme, Odile Lamia Cohen, que je salue, qui dirigeait l'école Yavneh à l'époque à Paris, qui m'a dit, écoute, Yitzhak, je voudrais absolument que tu me remplaces comme directeur d'école, quand moi je termine. Essaie d'être accepté à Mendel. Mendel, c'est une formation de leadership. Ça existe toujours ? Ça existe toujours, ah oui. C'est une grande formation. C'est une école très, très intéressante. C'est un peu sur les modèles un peu d'écoles comme en France, quoi, les grandes écoles en France. Et donc, pour être accepté là-bas, c'est difficile d'être accepté. Moi, j'ai eu la chance d'être accepté. Je ne sais pas si aujourd'hui je serai accepté. Et ils m'ont accepté donc, à Mendel. Et j'ai étudié là-bas 2 ans. 2 ans aux frais de la princesse, donc avec une très très bonne bourse, avec les meilleurs enseignants. Pour apprendre à diriger un établissement scolaire un établissement scolaire, pour être... un leader dans l'éducation. Ouais, un leader dans l'éducation et social aussi. C'est-à-dire qu'il y a parfois dans les programmes de Mendel, il y a des pilotes d'avion qui veulent changer de parcours, il y a des avocats, c'est très très varié. C'est pas que l'éducation. Des gens qui veulent essayer de laisser une trace... un certain impact dans la société israélienne, surtout dans l'éducation, mais pas uniquement dans l'éducation. Et donc là, Dieu merci, j'ai eu la chance d'accepter là-bas pendant 2 ans, donc c'était extraordinaire, j'ai étudié là-bas pendant 2 ans. J'y suis même resté une 3e année en tant que directeur adjoint des programmes que là j'avais étudié. Et après... C'est ça qui t'a donné l'impulsion, la force de te lancer Oui, parce que j'avais pas un parcours de... Je suis devenu directeur d'école, mais pour être directeur d'école, il faut souvent commencer vraiment par... on est prof, après on est certaines responsabilités dans l'école, etc. Et après... On gravit les échelons petit à petit. Exactement, comme à la banque. Mais là, c'était pas du tout ça, avec toi. Là, après Mendel, je suis devenu directement directeur d'école dans une école primaire magnifique dans la vieille ville de Jérusalem. Il y avait finalement un comité de parents d'élèves qui était assez dingue pour prendre un garçon comme moi. J'étais pas très vieux, j'avais 31, 32. J'étais pas très âgé. Et puis, qui n'avait pas d'expérience formelle, quoi. J'avais un tout petit peu enseigné la philosophie dans le lycée français, justement, de cette Madame Lamia Cohen, qui a dirigé... Mais pas de fonction de direction, on va dire. J'ai jamais été enseignant aussi. Donc, j'étais vraiment... Et donc, j'étais parachuté comme directeur d'école. Donc, une école israélienne, dans la vieille ville de Jérusalem. Pas une très grande infrastructure, mais une école magnifique, vraiment en pleine vieille ville, au Kikar Baté Machassé. Et que j'ai dirigé... Combien de temps ? J'ai dirigé pendant 10 ans. Okay. Et j'avais pas mal de propositions pour diriger d'autres écoles, mais ça m'intéressait pas. J'ai écouté, je suis très bien. C'était ton bébé. Oui, puis 3 de mes 6 enfants étudiaient avec moi aussi à l'école. Ils venaient avec moi, étudiaient avec moi. C'était magnifique. C'était une très, très belle expérience. Et qu'est-ce que ça t'a apporté ? T'as senti que tu étais vraiment enfin utile à ta place dans la société israélienne ? J'ai senti que j'étais à ma place, c'est certain. Et j'ai senti aussi que j'avais des choses à apporter. C'est-à-dire que... Une vision particulière de l'éducation ? Une vision particulière de l'éducation. On en parlera peut-être par la suite, mais une vision particulière et qui diffère un peu du système israélien classique, je dois dire, aujourd'hui. On en parlera peut-être par la suite. Et donc, au bout de 10 ans, on m'a demandé de créer une autre école. J'ai créé l'école Gononim, qui est aujourd'hui la plus grande école primaire à Jérusalem. Et donc, en fait, ce qui fait, donc pendant 1 an, j'ai créé cette autre école. J'ai créé aussi un Talmud Torah pour les habitants. Bon, t'étais parti, quoi. David. Alors, c'était un peu compliqué. Là, j'ai une vie un peu compliquée, là, professionnelle. Et donc, j'ai dirigé un moment, pendant 2 ans, j'ai dirigé en fait 2 écoles. Donc, l'école de la vieille ville de Jérusalem, l'école de Gononim.
Et aussi un Talmud Torah, donc c'était assez chargé. Je ne savais pas le matin où j'allais, je ne savais pas où je me retrouvais. Mais je faisais vraiment le tour des écoles. Mais c'est une très belle expérience que pendant 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, je dis ça y est, je ne peux pas continuer à faire... C'était trop. Oui, non, pas jongler. Et puis l'école de Gononim grandissait vraiment, donc c'était déjà à part. Ouais. Beaucoup d'enfants à Gononim. Aujourd'hui, c'est la plus grande école de Jérusalem. Oui. Ouais. Une école très, très bien. Très sympa. Alors, ensuite, tu es parti à Efrat. Oui, on habitait le Gush Etzion. Exact. On habitait déjà à El-Azhar dans le Gush Etzion avec ma femme et mes 6 enfants. Et on m'a proposé de diriger le lycée d'Efrat, un lycée qui s'appelle Derech Havot, un lycée, à mon avis, merveilleux. Un grand lycée de 600 élèves. Un grand lycée de 600 élèves, une très, très belle expérience. C'était très, très compliqué. C'est compliqué. Un lycée, c'est compliqué. C'est une école aussi qui est intégrative, qui vraiment dit on accepte tout le monde. Il n'y a pas d'élitisme, on accepte tout le monde. Ça veut dire peu importe son niveau scolaire, peu importe qu'on soit au Lechadash, qu'on soit israélien, qu'on soit en rupture, on prend tout le monde. On prend tout le monde avec vraiment, dans le DNA de l'école, c'est vraiment accepter l'enfant tel qu'il est. Un peu, je disais souvent aux enfants, et voilà, vous êtes là, vous pouvez déposer vos valises, et vous êtes arrivés, vous êtes chez nous, même Israël, pas seulement au Liban. Ouais. J'ai entendu des histoires incroyables sur ce lycée où il y avait même des élèves parfois qui avaient du mal à se réveiller le matin, on les laissait dormir en classe. Oui, moi, en tant que directeur d'école, j'ai été même réveillé des élèves à la maison, notamment un petit Français d'ailleurs qui habitait à Jérusalem. Il venait de Jérusalem jusqu'à Efrat à l'école, parce que l'école, c'était la seule école qu'il avait plus ou moins acceptée. Et je me souviens, je toque chez lui à la porte, il me dit, qui c'est? Je dis, Boker Tov. Je dis, c'est Yitzhak, le directeur. Mais, j'arrive. et je crois qu'il a eu son bac, finalement, d'ailleurs. Et c'est vrai, on laissait dormir des enfants. Non, oui. On tolérait, j'imagine. Oui, mais il y a des élèves à qui je disais, des élèves aussi qui étaient en bis-bis avec leurs parents. Je dis, écoute, viens chez moi à la maison. Si tu sais pas où aller dormir, tu viens chez moi à la maison. Moi, je te donne les clés, tu viens chez moi. Il y avait des cas graves? Il y a eu des cas graves, mais ce qui est assez extraordinaire dans cette école, c'est qu'il y a des élèves d'un excellent niveau, il y a des classes d'excellent niveau, il y a des classes d'élèves plus complexes, des classes d'élèves autistes aussi, et tous vivent ensemble dans classes d'élèves autistes? Oui, il y a 5 classes d'élèves autistes. Bon, mais l'autisme, il y a plusieurs niveaux d'autisme. Bien sûr. Mais et tous vivent dans une harmonie qui est extraordinaire. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un vu de l'extérieur aura du mal à dire quel élève appartient au système d'éducation spécialisée ou quel élève appartient à des classes à problème, parce qu'il y a vraiment une entente, c'est vraiment créer une communauté unie qui est magnifique. De voir ces élèves avoir leur bac, c'était une fierté pour toi? C'était une fierté, c'était leur dire aussi que... Même moi, j'ai pour fierté qu'en 3 années, le niveau de baccalauréat, le taux de pourcentage de réussite de baccalauréat a sensiblement augmenté. Donc, c'était pour moi très important. Même si on sait que certains élèves ne feront pas de grandes études. C'est pas grave. C'est une victoire pour eux. Voilà, c'est une victoire pour eux. Même s'ils la mettront après, je ne sais pas où, au salon, et que ça ne leur servira pas pour entrer à l'université. Mais c'est pour eux dire que j'ai réussi, je m'étais fixé un but, je m'étais fixé un challenge, et j'ai réussi à l'obtenir, quoi. C'est important. Alors, tout ça, c'est très bien, mais à un moment, même le cadre d'un grand lycée, finalement, tu avais envie de voir autre chose, de faire peut-être ce pourquoi tu es venu, en fait, ce pourquoi tu as eu un coup de cœur quand tu avais 8 ans en Israël, et de venir ici, t'engager vraiment, puisque Israël est un pays très politique, t'engager en politique pour faire vraiment bouger les choses de l'intérieur. Oui, donc il y a eu des élections. En fait, le président du conseil régional dans le Gush Etzion, où tu habites, j'habite, c'est 21 localités différentes, 21 localités différentes. Et le président le maire, quoi, je sais pas comment on dit. Oui. Le maire ou le président, je crois qu'on dit. Président du conseil régional. Voilà, comme on dit, a dû démissionner pour des raisons, peu importe. Il s'était mal comporté, notamment. Il était accusé d'avoir. Il a dû démissionner, d'accord. Et c'est un ami à moi, d'ailleurs. Enfin, il a démissionné. Et à ce moment-là, je me suis dit, moi, je me présente. Je me présente aux élections. Donc, j'ai un peu surpris tout le monde. J'ai annoncé à l'école que je partais et que je commençais une campagne électorale. Et pas évident du tout. C'était, certains me disaient que j'étais un peu dingue, certains me disaient que je prends trop de risques. Je dis oui, mais si on ne prend pas des risques, on n'a rien.
Et c'était quoi ta motivation profonde, justement, de tout arrêter, t'engager? On sait ce que tout le monde... Enfin, les gens de la vie civile, en général, pensent des politiciens. D'abord, je pense que... moi, on me disait justement, maintenant, tu es trop naïf, ou tu es trop moral, ou tu es trop droit pour faire de la politique. Mais justement, c'est ça qu'il faut en politique. Il faut des gens comme ça. Il faut des gens qui croient, il faut des gens qui sont honnêtes. Enfin, je crois être honnête. Il faut être des gens qui ont l'idéal. Il n'y a pas que des... c'est pas du showbiz, c'est vraiment... je dis pas que le monde du showbiz est un monde qui est immoral, mais je fais pas ça pour être devant les caméras ou pour être... pour s'afficher partout. Je crois vraiment qu'il faut essayer de faire bouger les choses, de faire changer les choses. Et moi, j'avais un sentiment j'étais un peu honteux de ce qui s'était passé dans Gouchet-Tillon. C'est-à-dire que si un président du conseil régional est obligé de démissionner parce qu'il a accusé de... comment on dit, Atradaminit, il est accusé d'harcèlement sexuel. Voilà. Peu importe si c'est réalisé ou pas, en tout cas, il était accusé de ça, donc il a été obligé de démissionner. Moi, je me suis dit, je peux pas. C'est vraiment... j'avais honte pour cette région, j'avais honte pour la kippa que je porte sur la tête, j'avais honte pour ce qui se passait. Je dis, moi, je suis obligé de me présenter. Et donc, je me suis présenté à la campagne électorale. Ça a duré pendant 2 mois. C'était éprouvant. Ah, c'est très éprouvant. Pour la famille aussi. Oui, mais j'étais très surpris de voir combien tout le monde a joué le jeu. C'était magnifique à voir. C'est-à-dire que je suis surpris dans le sens qu'on ne sait jamais. C'est une expérience toute nouvelle. Donc, c'est la maison qui est transformée en... C'est quoi? C'est le discours, hein? C'est ton discours qui était justement pas naïf, mais en tout cas qui sonnait vrai, qui sonnait comme un vrai amoureux d'Eretz Israël. Oui. Qui a fait que tu as eu beaucoup de gens qui t'ont suivi? Oui, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont suivi. J'ai surtout, en fait... c'est très intéressant parce que d'un côté, il faut jouer le jeu aussi. Donc, il faut avoir sa photo partout. Ça, c'est dur, ça. Ah oui, c'est très dur. Voilà. C'est même insupportable. Moi, je ne savais pas d'ailleurs comment je réagirais en voyant ma photo partout. Et je me suis vite rendu compte que ça ne me faisait rien du tout, que ça me gênait. Et le plus rapidement possible, quand j'ai pu les enlever, je les ai enlevés le plus rapidement possible. Ça, il va falloir faire avec pour faire une carrière politique. Oui, c'est vrai aussi. Mais... Sinon, ça va pas être possible. Oui, je pense d'ailleurs, que toute personne qui fait de la politique ou de manière générale qui veut être sur la scène publique, il y a une partie d'ego qui joue aussi. Hein, mais c'est une question d'équilibre. Qu'est-ce qui prévalut qu'est-ce qui est le plus important? Ton idéal, l'idéal sioniste, l'amour d'Eretz Israël, de la société, ou bien ton amour propre. Voilà. Alors, malgré quand même tous ces soutiens, ça n'a pas marché. Ça a marché de manière... En fait, voilà, ce qui s'est passé... Ça a marché de façon... Voilà, en fait, au bout de 2 mois, je me suis vite rendu compte... il y avait 4 candidats. Il y en avait un qui avait toutes les chances de gagner parce qu'il était en place. C'était le numéro 2 qui voulait être numéro 1, donc celui qui était resté, c'était le vice-président du conseil régional. Et moi, j'ai proposé un autre candidat qui s'appelle Shlomo Neyman. J'ai dit, Shlomo, tu sais quoi, viens, on court ensemble. On s'associe, on fait une alliance. Un Français aussi Non, ou pas? un russe. Un russe. Okay. Un type très bien, très droit, très aussi un mensch, comme on dit, à mon avis aussi. Et je dis, Shlomo, moi, je suis prêt à être numéro 2, moi. Je suis pas prêt, je ne tiens pas à être en numéro 1. Je pense qu'il a le plus de chance que moi, il est plus investi, il travaillait de manière plus... Depuis longtemps, il était déjà plus intégré dans le monde de la politique, il était depuis l'âge de 17 ans dans Gouchet-Tillon. Donc, il a fait plus d'années que moi dans Gouchet-Tillon. Et surtout, il avait trouvé plus de fonds. Il avait plus investi d'argent. Hein. Ça coûte beaucoup d'argent, ces histoires. C'est ça. Et donc, il avait une campagne, à un moment donné, qui était meilleure. Même si tout le monde disait, mais non, il ne faut pas. J'ai dit, écoutez, allez. Il faut être 2. Vous êtes partis ensemble, on est partis ensemble. Et ça fait une vraie... Je ne dirais pas un tremblement de terre, mais quand même, ça fait vraiment bouger les choses. Et ensemble, on a gagné. C'est-à-dire qu'on a gagné, on a battu le candidat on était certain qu'il gagnerait. Tout le monde était certain. On l'a battu au premier tour. Donc, c'était un grand succès. Et à ce moment-là, j'aurais dû être nommé vice-président du conseil régional. Et pour des raisons techniques, ça ne s'est pas fait. Je veux bien essayer. Ce n'est pas la peine d'expliquer. Ce n'est pas de la faute, d'ailleurs, du président du conseil régional. Lui était tout à fait prêt jusqu'au bout. Et pour des raisons techniques, ça n'a pas pu se faire. Mais je ne regrette rien. Je ne regrette rien, c'était une expérience magnifique. J'aurais regretté de ne pas essayer de toute la manière. Et puis, de toute façon, ce n'est pas terminé. Non, il y a d'autres élections l'année prochaine. Ah oui, c'est pas terminé. Voilà. Pas terminé du tout. Sinon, on ne s'engage pas pour... on sait très bien qu'en politique, le chemin est semé de déconvenus. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de l'engagement, quoi. Ah oui, tout à fait. C'est sûr. La chose la plus difficile que tu as vécue pendant cette campagne, justement?
On est souvent très seul, finalement. On est souvent très seul parce que à 10h du matin, les gens travaillent. et parfois, on se retrouve, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Il faut aller parler aux gens, on rencontre beaucoup de gens, on essaie de convaincre les gens. Puis il y a des gens qu'on rencontre des gens, ils vous disent « Ah, mais c'est toi, c'est sûr, c'est toi, tu vas être notre client. » Mais t'es dingue, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais t'es fou, c'est pas toi, t'es pas fait pour ça. Et ça peut être vraiment... C'est déstabilisant. Ah oui, un côté déstabilisant. Il faut avoir beaucoup de ressources, je dirais, intérieures pour ne pas craquer, pour continuer jusqu'au bout, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça a été énormément apprécié le fait que je fasse une alliance avec quelqu'un et que je me propose d'être le numéro 2. Moi, je l'ai fait très naturellement, mais j'ai vu que ça a créé une sorte d'émerveillement. J'exagère un petit peu, mais les gens étaient très étonnés qu'on puisse dire... Je me dis, mais aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, je vais être le numéro 2. Oui, mais moi, je trouvais ça très... D'abord assez pragmatique, puis très naturel. Ça ne me dérange pas d'être numéro 2, ça m'est complètement égal. Et ce qui fait que, comme disait à l'époque le ministre Elkin, qui a beaucoup soutenu Shlomo, qui est aujourd'hui le président du conseil régional, il m'a dit, Elkin, le soir de la victoire, il m'a dit, Yitzhak, c'est grâce à toi que Shlomo a gagné. Mais moi, j'ai vécu ça, c'était une décision presque naturelle. Alors, entre l'éducation et la politique, mon cœur balance ou pas ? Oui, mais, ou les deux en même temps. Mais dans les deux cas, je pense qu'on veut quelqu'un qui fait de l'éducation ou quelqu'un qui fait de la politique, s'il est sain d'esprit en tout cas, il veut influencer et faire bouger les choses. Et alors c'est vrai que dans l'éducation, et je pense qu'en politique, en fait, ce qui m'attire, moi, c'est que c'est à plus grande échelle. Parce que si on est un bon président du conseil régional, si j'avais été nommé vice, pendant, je me serais occupé du système scolaire. Je me serais occupé aussi de problèmes sociaux. Et partout, il y en a partout, des problèmes. Et essayer de faire bouger les choses. C'est quoi la chose qui tient le plus à cœur, justement, dans les problèmes sociaux, ce que tu aurais voulu changer ou améliorer ? Moi, ce que j'aurais voulu changer surtout, en fait, c'est dans le scolaire. Dans le scolaire. Je crois que j'ai certaines choses à dire et j'aurais voulu influencer et je pense qu'on peut vraiment faire bouger les choses. Vraiment. Ok. Alors, mais ce sera pour la prochaine fois. Mais bien sûr, mais en tout cas, ça nous fait plaisir de voir que les Français aussi, tu es israélien, mais francophone d'origine, s'engagent en politique. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Oui. Et à faire, voilà. Donc merci d'être venu, Yitzhak Grunwald, et on se retrouve probablement pour une prochaine émission. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.